On passe maintenant à une séance de questions. J'invite Constance Kanda à monter aussi sur scène. Nous avons une vingtaine de minutes pour un temps d'échange, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous demanderai juste d'être bref, parce que je vous rappelle que le colloque est retransmis en direct sur Internet, donc il faut respecter le programme. La première concernant donc les sacs potagers qui, comme vous l'avez dit Aline, ont été effectivement utilisés à Tana. Est-ce qu'on sait qui a inventé ça? Parce que je pense que la personne qui a inventé ça, elle mérite le prix Nobel de la paix, et puis pas qu'une fois. Ça, c'est une première chose. La seconde, je pense que c'est vraiment important de montrer que c'est un dispositif qui peut faire des petits quelque part et qui peut donner lieu à d'autres formes, comme tu l'as montré sur l'exemple du treillis. Ici, à Tana, on a été vraiment estomaqué par la diversité de ce que les gens pouvaient produire. On leur amène des sacs, on leur amène des tables, et puis après, ils font des choses avec les contenants qu'ils trouvent. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc c'était plutôt des remarques. Pour Constance, donc finalement, maintenant que le maraîchage a pour partie disparu de ce littoral, est-ce qu'on connaît les conséquences sur l'approvisionnement alimentaire de la ville de Lomé? Est-ce qu'il y a du coup des importations maraîchères? Est-ce qu'il y a des stratégies différenciées pour continuer quand même à approvisionner les gens en légumes, parce que je suppose qu'ils continuent à en manger? Comme ça concerne l'implantation de grandes infrastructures, bon, depuis Rio, je sais que les pays essaient de s'adapter aux outils, notamment les études d'impact, avant la réalisation des grandes infrastructures, et la production de plans de gestion environnementale et sociale, donc qui identifient en réalité comment est-ce que ceux qui sont impactés par le projet donc, peuvent être remis un peu. Est-ce que c'est en application chez vous? Dans le cas contraire, je pense que c'est un outil en réalité de base, aussi bien pour l'agriculture urbaine que pour l'environnement. Merci. Bonjour, merci beaucoup. En fait, ma question, c'est pour Constance. En fait, j'ai beaucoup apprécié la manière dont elle a fait l'étude spatiale de l'évolution des zones maraîchères dans Lomé. Et je trouve que dans le cadre de ma thèse aussi, j'ai fait la même étude, j'ai suivi la même méthodologie que vous pour la région de Dakar. Et on voit qu'il y a la disparition des espaces maraîchers. Par contre, ce que j'ai pu vérifier avec mes enquêtes, c'est que parfois, cette disparition de sites maraîchers obéit à des logiques familiales. C'est les familles qui décident à un instant T, bon, l'agriculture, on est menacé, on vend et on fait autre chose. Est-ce que vous avez vu dans votre étude ce cas se présenter dans Lomé ou pas? Merci. Abouba, je rappelle que vous avez fait une étude sur l'agriculture urbaine, le cas de Dakar, qui a été présenté ce matin. Peut-être qu'on va commencer par répondre à ces trois questions, puis éventuellement on pourra en reprendre tout à l'heure. Je vous laisse la parole. D'abord, alors d'où vient le sac potager, cette belle invention? Alors, c'est bon, ça marche? Oui, le sac potager. Donc on a fait des recherches pour savoir d'où ça venait. Et à notre connaissance, les premières expériences, en fait, c'était, alors je lis parce que je ne me souviens pas jamais du nom de la ville, à Arba Minch, en Éthiopie, par le Sustainable Sanitation Alliance. Et en fait, c'était le but d'utiliser le sac, c'était de concilier recyclage des eaux usées avec production de légumes. Et au même moment, il y a eu aussi un développement au Rwanda. Donc ça, c'était vers 2010, 2008, 2010. Et au même moment, au Rwanda, donc il y a un centre de formation qui s'appelle le Centre de formation en agriculture biologique GACO, qui a utilisé le sac potager en association avec l'élevage de lapins. Donc voilà, ils utilisaient les déjections des lapins pour nourrir le sac potager et vice-versa, la production du sac pour nourrir les lapins. Solidarité internationale, donc nous n'avons pas inventé le concept du sac potager, mais nous l'avons amélioré donc avec la colonne de drainage au centre. Et nous avons aussi essayé de le mettre à l'échelle, donc de vraiment l'exploiter sur des populations beaucoup plus importantes que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. C'était tout pour moi la question. Ouais. D'ailleurs, dans l'exposition Carrot City, vous pouvez voir alors je crois que c'est un fût. C'est pas un sac potager, c'est un fût potager. Donc à la place du sac, on a utilisé un fût en plastique.
mais il y a une coupe, enfin le fût est coupé dans la verticalité, ce qui permet de voir vraiment l'intérieur et la colonne en pierre, et qui permet la dispersion de l'eau. Il y avait une deuxième question, c'était sur l'impact social, c'est ça c'est sur l'impact social Pardon. Oui, en fait, vu la disparition donc, des périmètres maraîchers, que devient donc l'approvisionnement de la ville de Lomé en produits maraîchers, c'est bien ça, hein? Et s'il y a des alternatives. Bon, pour les alternatives, lors de nos enquêtes, les maraîchers n'en avaient pas. Et donc, je disais tantôt que c'est aussi une opportunité pour moi de voir qu'il y a d'autres formes d'agriculture urbaine qu'on peut faire. Mais à Lomé, aujourd'hui, il n'y a pas ce type de production de légumes. Donc, je l'ai découvert à travers la littérature. Et aujourd'hui, je prends encore connaissance de ces types de production de légumes. Maintenant, au Togo, on n'a pas que cette zone-là qui approvisionnait donc, la ville de Lomé en légumes. Il y a d'autres productions ailleurs, donc, et dans d'autres villes donc, de Lomé. Mais dans la zone, il reste encore des poches, de production de légumes, mais qui sont complétées donc, par d'autres venant d'autres villes. Et justement aussi, on a l'approvisionnement en légumes venant du Burkina. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais, pour la petite anecdote, j'étais au marché pour m'approvisionner en légumes, bien sûr. Donc, il y a un marché de légumes. Hein, et je demandais justement les haricots verts et on me disait que le prix du kilo était à 1500 francs CFA. Hein. Donc, disons, ça fait un peu au-dessus de 2 euros. Donc, et je m'étonnais parce que il y a une région qui produit principalement donc, les haricots verts, c'est dans les plateaux. Et là, les revendeurs me disaient non, que ça vient plutôt du Burkina. Et là, j'étais un peu surprise. Voilà. Donc, la deuxième question, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Bon, la deuxième question, c'est celle de Ndiaye. Effectivement, pour réaliser des travaux de cette envergure, il faut une étude d'impact. Bien que cela ait été réalisé, nous avons mené quand même des enquêtes au niveau des maraîchers qui ont été déplacés. Mais malheureusement, il y a eu études d'impact, mais ils n'ont pas été récompensés, ou qu'est-ce que je dirais, compensés, disons. Ils n'ont pas été compensés, justement du fait que les parcelles qu'ils utilisaient, comme je le disais tantôt, ce n'est pas des parcelles qui les appartenaient. C'est des parcelles de l'État ou des parcelles de tierces qui les exploitaient. Donc la troisième question, c'est celle de Abou. Pour aller dans le même sens que ce que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des parcelles à eux. On a vu que c'est seulement 9% de l'ensemble des enquêtés qui ont déclaré que ces parcelles les appartenaient. C'était des parcelles familiales. Et effectivement, quand on voit que dans la zone, la parcelle devient à plus de millions, donc on se dit il faut vendre pour aller s'installer ailleurs ou bien faire autre chose. Mais ce n'est pas pour l'ensemble quand même. Merci. Merci. On peut passer à un nouveau cycle de questions. Oui, alors, devant, monsieur. À propos du sac potager, est-ce que vous avez des résultats si on compare, par exemple, si on a un terrain de 10 mètres carrés en milieu urbain, du rendement si on plante, par exemple, des choux sur des sacs potagers et sur un plant de 10 mètres carrés. Et la deuxième question, c'est que à propos du renouvellement du compost à l'intérieur, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, une fois, 2 fois merci. Concernant le sac potager, comme objectif, vous avez dit diminution des dépenses liées aux achats
des légumes. Je me demande, est-ce que les sacs potagers sont seulement faits pour les gens qui n'ont pas de moyens d'acheter des légumes au marché? Parce que si dans le cas contraire, quels sont les avenirs des productions, des légumes produites par les vrais agriculteurs? J'aurais une question concernant la terre. D'où provient la terre pour les sacs potagers? Est-ce qu'on utilise la terre arable, la terre meuble au-dessus? Si c'est le cas, et ce ne serait pas plus simple tout simplement de cultiver sur la terre plutôt que de la mettre dans un sac? Et si ce n'est pas le cas et qu'on utilise la terre en profondeur, est-ce que les dépenses pour la fertilisation organique ne seraient pas élevées? Alors, en fait, c'est difficile de répondre à cette question puisque, alors déjà, nous, en fait, on est une organisation humanitaire. Notre objectif, c'est produire de l'alimentation, entre guillemets, en urgence ou en post-urgence. Et on a difficilement, en fait, le temps, le budget, les ressources humaines pour faire ces expérimentations, qui nous sont intéressantes pourtant, puisque ça nous permettrait d'améliorer le sac potager, la technique du sac potager. Je sais qu'à Madagascar, ces expérimentations ont été faites au cours d'un stage et au cours peut-être du projet OLNA, dont on parlera demain. Et en fait, tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est plutôt de manière empirique. Parfois, le sac va bien produire parce que les gens se sont bien appropriés la technique, que la terre est de qualité, le compost également. Ça va autant produire qu'en pleine terre, voire plus. Et parfois, la production, en fait, les gens nous disent ça produit quand même beaucoup moins bien qu'en pleine terre. Et ça, en fait, il faudrait vraiment des études un peu plus poussées pour comprendre les raisons. Est-ce que c'est un problème d'irrigation, un problème de qualité de la terre, de fertilité de la terre, de compost? Mais donc là, on n'a pas fait d'études comparatives en fait poussées, mais c'est vrai que c'est aussi un des intérêts d'être dans ce type de colloque, c'est de trouver des partenariats peut-être avec des instituts de recherche qui seraient intéressés par ça, parce que nous, ça nous intéresse aussi, voilà, toujours d'améliorer ce concept du sac potager. Le renouvellement du compost, du sac et du compost du coup. Oui, alors ça c'est pareil, ça va être assez variable en fonction des conditions climatiques, de la qualité du sac de départ, parce qu'il y a des qualités de sac vraiment très différentes d'un sac à l'autre. Mais en moyenne, vraiment en grosse moyenne, il faut changer le sac au bout de 1 an à 2 ans de production. Donc on renouvelle la terre, on renouvelle le compost, voilà, au bout de 1 an ou 2 ans de production, plus ou moins tout au long de l'année. Et on peut relier cette question à la troisième question de la jeune dame qui posait la question de la terre utilisée. Voilà. Quand on change le sac, quelle terre est-ce qu'on utilise Ah d'accord. Quel est l'intérêt Alors oui, d'accord, okay, je comprends mieux la question. En fait, on utilise les sacs quand les gens n'ont justement pas la possibilité de cultiver en pleine terre. Donc les gens, en fait, en général, vont aller chercher cette terre ailleurs, donc pas sur leur lieu d'habitation, et vont la ramener. Et parfois, nous, on va aussi les aider en fait en approvisionnant de la terre. Parce que comme je rappelle, en fait, on est une organisation humanitaire, donc parfois, on est sur de la production à court terme, c'est-à-dire sur les prochains mois, on veut aider les gens à produire des légumes, donc on les aide en apportant les intrants. Dans d'autres contextes, on veut aussi qu'ils reproduisent la technique par eux-mêmes plus tard, donc on essaye aussi de faire qu'ils aient accès à cette terre de manière durable. Mais en fait, ils prennent, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Parfois, il faut demander les autorisations aux propriétaires terriens pour prélever de la terre. Parfois, c'est aux autorités locales. Mais voilà, en général, on prélève la terre là où on ne peut pas la cultiver, en fait. Et on l'amène sur le lieu d'habitation pour le mettre dans le sac. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y avait la deuxième question. La deuxième question sur les populations cibles. Et puis, est-ce que cette réussite ne fait pas finalement du tort aux agriculteurs, aux maraîchers qui sont dans le circuit classique? Ça fait de la concurrence. Alors effectivement, ça c'est. Donc je rappelle en fait que nous on travaille avec des populations vraiment vulnérables, qui n'ont pas les moyens d'acheter, peu les moyens d'acheter des légumes au marché. Mais je ne pense pas qu'on va rentrer en compétition avec les maraîchers locaux ou les maraîchers de la région, loin de là. On est quand même sur des petites échelles et on est sur du complément alimentaire. En fait,
le sac potager permet de compléter l'alimentation du ménage en autoproduction. Et dans certains cas, notamment à Nairobi, des gens ont réussi à en faire une petite entreprise en produisant 20-25 sacs et en vendant sur le marché. Il y a eu quelques expériences comme ça. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on rentre en compétition avec les maraîchers locaux parce qu'il y a de toute façon, je pense, dans beaucoup de zones urbaines, plus de demandes que d'offres. Et notamment d'offres, quand je parle d'offres, je parle d'offres locales à bas prix. Donc voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, il y a de la place pour tout le monde, effectivement. Continuons notre programme. Merci donc Constance Kanda et Julie Mayence d'avoir participé à cet échange fructueux avec le public.